Thanks very much, Mary. Is the microphone on? Should be on. Should be on. Welcome everybody, and I'll let the panel come on. As you can see, Le microphone est malheureusement éteint. Very kindly provided by ABN No, it's not. So, what I want to do first, before I introduce the Avant de vous présenter les intervenants, je voudrais vous parler de la notion de pouvoir. Voilà ce que je voudrais introduire. Alors ici, on parle de partenaires privés, partenaires parmi les entreprises. Alors, ces partenaires peuvent avoir un pouvoir énorme, positif et négatif, bien sûr. Mais avant d'être à leur écoute, je voudrais m'excuser auprès de vous si vous étiez à Paris il y a un an. Je voudrais m'excuser auprès de Maggie Murphy puisque je lui ai, de manière éhontée, volé cette idée. Alors, je vous invite à fermer les yeux pendant un instant. Et lorsque vous fermez les yeux, je vous vois si vous avez les yeux ouverts. Alors, merci de les fermer. Avec les yeux fermés, j'aimerais que vous pensiez à un enfant ou un jeune qui subit les effets, soit positifs, soit négatifs, des entreprises autour du sport. Une petite réflexion, voilà. Gardez cette image à l'esprit. Je peux vous donner un exemple, c'était moi-même. En effet, je me souviens qu'en tant que jeune joueur de foot, un jour, un entraîneur est venu près de l'équipe, a dit « Nous avons des nouveaux T-shirts sponsorisés par l'entreprise de transport local. » Et je me souviens même encore du nom de cette entreprise. Alors, nous avons reçu davantage d'équipements et je dois dire que j'étais très heureux simplement parce que j'avais le nom de cette entreprise sur mon T-shirt. Donc, c'était quelque chose de positif, mais il peut aussi y avoir des effets négatifs. Nous le savons tous. Alors, là, vous le savez tous, les activités des entreprises ont un effet sur le sport. Le sport en tant que tel est déjà un business énorme. Mais les montants coulant du secteur privé dans le monde du sport et que le secteur privé fait grâce au sport est considérable. Les effets positifs peuvent également être considérables. Je prendrai un exemple qui me semble très intéressant et qui est lié au parrainage des clubs de Première Ligue en Angleterre. Il y a notamment le nom du sponsor sur le devant du T-shirt. Cela génère 350 millions de livres par année. Alors, pour ceux d'entre vous, si vous arrivez encore à faire les calculs, après Brexit, c'est à peu près... C'est un certain montant de dollars. Mais il y a un domaine qui réunit la moitié de ces parrainages cette année. Alors, est-ce que le panel peut deviner quel est le secteur qui constitue la moitié des parrainages des clubs de première ligne? Say again? Betting and gambling, absolutely. Now, and if we think of the contradiction of the potential les mises, par exemple. Alors, l'industrie du jeu, en fait. Alors, quel est l'effet négatif potentiel lié au jeu, surtout dans le domaine du sport? Eh bien, la relation est très étroite en réalité. Et bon, on peut toujours parler d'une consommation responsable d'alcool, mais les jeux de hasard, c'est un domaine très compliqué. Quel est le lien entre les sponsors et le sport? Eh bien, j'ai pris cet exemple pas par hasard. En effet, les entreprises de jeux de hasard veulent vendre leurs produits et leurs produits sont de plus en plus introduits dans le monde du sport. Donc, les liens sont très étroits. Je vais maintenant vous présenter nos trois intervenants. Et je vous propose de mener un débat. Je vais donner à tous les intervenants un petit moment d'échauffement pour qu'ils puissent se préparer. Attention, on va commencer en douceur, mais ça va accélérer assez rapidement. Je vais leur demander de se présenter. Alors, tout d'abord, Moira Oliver, conseiller principal pour HDR BT PLC.
Vous le savez peut-être, Betty est le principal fournisseur Internet et diffuseur de sport au Royaume-Uni à l'heure actuelle. Et joue aussi un rôle autour du foot politique à l'heure actuelle. En effet, parce qu'en fonction des alors je crois qu'en fonction des élections, cela aura certainement un effet important. Andrés Peñate, vice-président des affaires internationales pour AB InBev. Je ne sais pas si vous êtes le principal au monde ou en tout cas parmi les principaux. Ensuite, Madhu Radesh, directrice du partenariat international en matière de tourisme. Nous avons 3 entreprises particulières qui sont utilisées, ont été invitées en raison de leur relation avec le sport. La diffusion, le parrainage et le tourisme et l'hospitalité. Ils reflètent le fait que le sport fait partie intégrante de vos affaires, de votre quotidien. Vous fournissez des services au sport, mais vous parrainez aussi le sport. Sans les services annexes liés à l'hospitalité, à l'accueil, les grands événements sportifs ne pourraient avoir lieu. Donc, nous allons essayer de voir quel est le lien, puis nous commencerons à réfléchir à certains des défis liés aux droits de l'homme. Alors, un petit échauffement pour 2 minutes. Pourriez-vous donner à nos collègues un exemple d'un moment où votre entreprise a relevé un défi impliquant des questions liées aux droits de l'homme? Qui souhaite commencer? Moira? Merci de m'avoir porté volontaire. Alors, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié le dernier panel et toute la discussion sur la charrue et les chevaux, la mule. Et je voulais vous donner quelques exemples très concrets aussi quant à la manière dont nous traitons la question des droits de l'homme dans notre entreprise. Puis, je parlerai plus précisément du domaine des sports. Alors, je n'ai que 2 minutes. Mais je peux vous dire que nous avons été confrontés à bien des difficultés sur le plan des droits de l'homme. Alors, il est important de préciser quel est le contexte. Merci d'avoir introduit la question de la politique et d'avoir parlé de la nationalisation de BT, qui est une proposition du Parti du travail, comme vous l'avez dit. BT remonte à 1846. Nous sommes la plus ancienne entreprise de télécommunications au monde, la première entreprise à avoir lancé un réseau de communication nationale. Nous étions entre les mains du public. Nous avons été privatisés dans les années 1980 et qui sait ce que nous réserve l'avenir. Mais je voudrais dire que nous sommes engagés au niveau de l'entreprise à mettre en place les droits de l'homme, à faire respecter les droits de l'homme et à mettre en place les principes directeurs des Nations unies. Je suis avocate et je dirige un programme auquel participent certains collègues ici présents. Nous avons 105 000 travailleurs et nous sommes présents dans 180 pays. Donc, cela vous donne une idée de l'ampleur de l'organisation. BT Sport est un volet de notre organisation. Nous proposons des services de télévision, bande large et autres. TV Sport, nous avons 5 millions d'adhérents et nous avons les droits de diffusion au Royaume-Uni et en République d'Irlande. Lorsque nous parlons de droits de l'homme, dans notre entreprise, nous pensons à tous les aspects des droits de l'homme et tous les aspects. Et c'est pourquoi nous avons ouvert ce centre. Et nous pouvons donner tout à l'heure quelques exemples pratiques, mais je pensais qu'il était utile déjà de présenter l'entreprise. Andrés. Alors, je vais essayer de répondre à votre question en vous disant comment j'ai découvert que le lien entre bière et droits de l'homme. J'ai commencé ma carrière dans le secteur du pétrole, le parti exploration du pétrole. On travaille avec des équipes qui forent des trous dans la terre, qui construisent des oléoducs pour transporter le pétrole et le gaz. Dans ce contexte, les liens avec les droits de l'homme est assez évident. On est sur le terrain et notre travail a un effet direct sur les personnes. Ce n'est pas une coïncidence que les principes directeurs des droits de l'homme se sont concentrés dans un premier temps dans le secteur de l'extraction. Donc, c'est le premier lieu où j'ai vu le lien entre entreprise et droits de l'homme. Puis,
je suis entrée dans le service public, dans le domaine de la défense nationale. Là aussi, j'ai vu que la question des droits de l'homme a sa place de toute évidence. J'ai vu que dès lors qu'il y a des êtres humains, ou surtout des hommes avec des armes, eh bien, cela a une implication sur les droits de l'homme. Ensuite, je suis entrée dans le secteur de la brasserie et je discutais avec certains collègues de mon passé qui me disaient, bon, la brasserie n'a rien à voir avec les droits de l'homme. Et c'est ce que je pensais moi aussi par ignorance, par méconnaissance. Et dès les premiers mois de mon nouveau travail en Colombie, la marque la plus iconique de cette entreprise a lancé une campagne. 700 000 balles de foot ont été distribuées parmi les consommateurs de nos produits. Et il y a un lien très étroit avec la sélection nationale de notre équipe de foot. Les couleurs de la marque sont d'ailleurs les couleurs de la sélection. Elles correspondent. Alors, on a immédiatement parlé de la question des droits de l'homme. Qui a produit ces ballons de foot? Y avait-il des problèmes liés aux droits de l'enfant dans le cas de la fabrication de ces balles fabriquées en Asie? Nous avons consacré beaucoup de temps au marché public, à l'achat, à comprendre quelle était la création de ces ballons, leur origine. Et c'est tout. Ensuite, la campagne a été lancée et nous avons immédiatement eu une réaction très forte dans un village d'une province des Andes, Mongui. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de ce village Mongui, qui est un petit village, centre de production de centaines de milliers de ballons de foot artisanaux. Alors, de toute évidence, si le pays consomme 1 million de ballons de foot par année et que soudainement on distribue gratuitement 700 000 ballons de foot, eh bien, ces gens-là voient leurs moyens de subsistance menacés. Et c'était un débat lié aux droits de l'homme. Ce n'était pas un débat juridique. Tout le monde a eu on a eu le droit de faire ça légalement. Mais c'était un débat lié aux droits de l'homme. Et pour moi, cela m'a vraiment réveillée parce que nous avons constaté que si nous avions davantage pris soin de la question humaine, nous aurions pu prévoir cela. Et dans l'évaluation des risques, on n'a pas pensé à cet aspect-là. Merci pour cet excellent exemple. Madhu, merci, Steve. Vous m'avez demandé de vous expliquer quel est le lien entre sport et droits de l'homme et quel est le lien entre secteur privé et droits de l'homme. Avant d'entrer dans cette question, vous avez dit que c'était une session interactive, donc je voudrais tout d'abord demander aux personnes ici dans la salle s'il y a quelqu'un ici présent qui a déjà dû donner son passeport à son employeur. Rendre son passeport à son employeur. Non, ce n'est pas le cas. Pardon? Il y a quelqu'un? Oui, alors vous savez comment on se sent. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a déjà dû payer pour obtenir un emploi? Si, encore? Y a-t-il déjà quelqu'un qui s'est vu interdire l'entrée dans un pays pour des raisons de nationalité et qui a choisi de rentrer? Bon, je vois que c'est assez exceptionnel, assez rare. Mais je suis heureuse de voir que je ne suis pas seule dans cette salle parce que c'est quelque chose que j'ai connu moi-même. Et d'ailleurs, un certain nombre de mes collègues ont aussi commencé leur carrière à des niveaux très bas dans divers secteurs et qui ont connu ces pratiques qui sont acceptables dans certains pays du monde. Et pourtant, ça ne devrait pas être acceptable parce que c'est en quelque sorte une violation des droits de l'homme et qui fait qu'on a une très mauvaise estime de soi-même. Et ça devrait être inacceptable dans le monde aujourd'hui. Et pourtant, dans un certain nombre de pays, c'est encore légal de procéder ainsi. Les sports, les droits de l'homme, les entreprises et les droits de l'homme. Alors, il y a bien des exemples de violations de droits de l'homme dans le monde d'aujourd'hui.
L'organisation que je représente, le International Tourism Partnership, travaille avec 16 entreprises hôtelières principales du monde, Hilton, Marriott, Hyatt, Radisson, toutes les marques que vous connaissez. Nous travaillons aussi avec des plus petites entreprises hôtelières, Suniva, qui n'a que 4 hôtels, c'est la plus petite. Ce que je veux vous dire par là, c'est que nous représentons toute une palette de marques, des plus grandes aux plus petites, à différentes structures. Donc, nous entendons diverses voix s'exprimer. Et nous travaillons sur les risques essentiels pour le secteur et notamment les droits de l'homme. Nous représentons 25% de l'industrie en ce qui concerne notre volume. Alors, ce secteur est très conscient du fait qu'il s'agisse de construction d'hôtels ou dans la chaîne d'approvisionnement, les questions des droits de l'homme sont les questions essentielles devant être abordées par notre secteur et par les hôtels. Et c'est là que nous nous efforçons d'agir à titre collectif. Merci. Voilà, vous avez eu votre échauffement. Je rebondirai sur les propos d'Andrés. Vous avez parlé de devoir de diligence. Comme tout le monde le sait, l'on a constaté ces 10 dernières années que les entreprises ont pris de mesures considérables suite à des débats qui ont eu lieu comme celui que nous menons maintenant. Il s'agissait de comprendre quelle est la responsabilité des entreprises face aux droits de l'homme, s'agissant de leurs propres agissements, mais également des partenaires et d'autrui. En ce qui concerne le sport, c'est souvent une activité avec divers parties prenantes. Il peut y avoir les sponsors, les organisations sportives, toute une palette d'acteurs concernés. Quels sont les défis principaux autour du devoir de diligence dans un contexte sportif? Est-ce que cela vous semble difficile? Bon, je vais vous poser une question précise. Et je crois que nous allons peut-être même pouvoir vous projeter une vidéo à un moment donné. Moi-même, je suis un fan d'Arsenal et je crois qu'il vaut mieux oublier les résultats d'un événement qui a eu lieu l'année dernière à ce sujet. Mais pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, il y a eu 2 clubs de Londres qui se sont affrontés en Azerbaïdjan. Alors, si j'étais poli, je dirais qu'en Azerbaïdjan, il y a des difficultés sur le plan des droits de l'homme. Vous étiez le diffuseur de ce jeu dans le pays de ces 2 équipes. Alors, comment avez-vous réfléchi à la question des droits de l'homme? Comment avez-vous songé à la manière de jouer? Alors, il y a un joueur qui estimait qu'il ne devait pas pouvoir aller en Azerbaïdjan parce qu'il était en danger personnel pour des raisons politiques. Alors, il y a différentes problématiques qui se sont posées autour des droits de l'homme. Qu'avez-vous fait à ce sujet? Merci, oui, c'est un excellent exemple. Et je voudrais d'ailleurs évoquer le travail du centre à ce sujet, qui nous a vraiment prêté main forte. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les aspects pratiques autour du travail du centre. Ce que nous avons fait ensemble avec d'autres diffuseurs, il y a 1 an environ, avec Sky ici présent, nous avons élaboré des lignes directrices pouvant être utilisées par des équipes qui examinent les risques. Je pense que l'on peut dire que jusqu'à présent, les mécanismes de devoir de diligence mis en place dans le cadre des principes directeurs n'ont pas vraiment été utilisés dans le domaine sportif, donc c'est assez nouveau. Chaque fois que nous utilisons cet outil qui est ancré dans notre politique éditoriale, eh bien, nous examinons les événements à venir à l'aide de cet outil pour décider du profil de risque, notamment en matière de droits de l'homme. Bakou, effectivement, semblait être une situation devant être examinée plus avant. Donc, notre équipe de compliance, dit par Party Jane qui est présente dans la salle, a examiné les risques en utilisant des ressources externes pour essayer d'avoir une idée d'ensemble des risques concrets dans le pays et des risques pour les personnes que nous envoyons dans ce pays, puisque nous avions une équipe chargée de la diffusion dans le pays, quels étaient les problèmes pour les fans, etc. Nous avons fait ce travail. Mais ce qui était vraiment difficile, c'était de comprendre quelle était la situation sur le terrain, réellement. Et c'est là que nous avons mobilisé le centre et Mary, à la vitesse grand V,
a agi très rapidement. Je me souviens que c'était peu avant le match. C'était d'ailleurs un jour férié. J'étais à Londres. Bon, mais nous avons pu toutefois nous téléphoner assez rapidement pour voir quels étaient les risques concrets. Et nous avons pu en savoir beaucoup plus sur la situation sur le terrain. Grâce à ces connaissances, nous avons fait quelque chose de très novateur. Nous sommes un petit diffuseur, nous n'avons pas d'équipe de nouvelles. Nous engageons d'anciens joueurs qui commentent les matchs. Ce ne sont pas des journalistes, ce sont des sportifs qui n'ont pas de connaissances en matière de droits de l'homme. Nous avons utilisé les informations réunies pour les ajouter aux informations que nous donnions aux commentateurs. Étant donné que nous n'avons pas vraiment de branche nouvelle et que nous avions l'impression qu'il pourrait y avoir des problèmes, nous pensions qu'il était important de montrer les exemples sans avoir le mécanisme en place pour le faire. Nous avons trouvé un accord avec ITM, qui avait un journaliste sur le terrain qui était prêt à aborder certains problèmes. Peut-être souhaitez-vous diffuser la vidéo? Oui, peut-être vous vous demandez pourquoi Fabregas est maintenant sur cet écran. Nous allons vous montrer une vidéo. We know that it's not an ideal situation. There's no point us standing here trying to pretend it's all fine. And there's also added to that the whole human rights element as well. You know, I don't think any of us heard people talking about human rights in Azerbaijan a few weeks ago. So perhaps the fact that the final is here means people are focusing on the things like human rights, like politics, like travel, like UEFA making the right decision for the fans. And maybe in 2019, when you make these decisions, finally, people ask the questions that need to be asked. But the final is happening here this evening. We're hoping it's a game to remember. We've already said, of course. Very good. It wasn't a game to remember. Non, alors ce n'était pas vraiment un jeu qui a fait date. Un match, c'était pas un match historique. Alors, en tout cas, je dirais que peut-être l'un des enseignements, c'est qu'on ne peut pas tout faire seul. On doit pouvoir compter sur d'autres personnes et des experts en matière de droits de l'homme. Oui, de toute évidence, des millions de personnes ont regardé ce match, ont entendu ce message. Donc là, il y a vraiment une possibilité de transmettre un message de manière massive. Oui, nous allons encore en parler tout à l'heure. Je voudrais en venir à la question des hôtels et cette question de la collaboration. De toute évidence, il y a des initiatives au Qatar et je vois que nous avons ici des représentants, des personnes du Qatar. Pourriez-vous nous en dire plus sur la collaboration qui a lieu s'agissant de la manière dont on passe la discussion des travailleurs de construction à d'autres éléments à l'aune de la Coupe du monde de foot. Alors le Qatar, effectivement, est sous les feux de la rampe en raison de la Coupe mondiale de la FIFA. Et c'est extraordinaire que de tels événements mettent en lumière certains problèmes et encouragent les gouvernements et le secteur privé à prendre des mesures. Et nous avons vu de bons exemples récemment. Le secteur hôtelier reconnaît que très souvent, on ne recrute pas directement, on sous-traite, on a recours à des entreprises extérieures pour recruter des employés. Très souvent, il n'y a pas de mécanisme permettant de vérifier quels sont les problèmes et les violations en matière de droits de l'homme dans la chaîne logistique. Au Qatar, avec l'OIT et l'IHRB, nous travaillons ensemble pour voir quel est le droit du travail, quelles sont les réformes devant être opérées, quel est le rôle du secteur privé dans ces réformes et dans leur mise en œuvre. Il est essentiel de partager les meilleures pratiques et diffuser des boîtes à outils dans l'ensemble de l'industrie. Nous avons réuni 40 hôtels, 15 qui étaient membres de notre association, mais aussi 25 à peu près qui n'étaient pas membres et qui travaillent tous ensemble sur ces questions. Et nous espérons qu'au fil du temps, tout cela aura un effet domino sur l'ensemble de l'industrie au Qatar, puisqu'il y a un grand nombre d'hôtels au Qatar que nous n'avons pas encore pu mobiliser. Mais nous espérons pouvoir fournir un modèle à lancer. Il s'agit de marques internationales et elles peuvent très certainement également appliquer ces modèles à d'autres pays. Merci. Dans ce contexte, nous avons vu un devoir de diligence inversé très intéressant, s'agissant notamment de clubs de foot et autour du championnat qui aura lieu à Doha en décembre. Je peux vous donner l'exemple d'un groupe, le Liverpool Football Club,
a fait son travail de devoir de diligence autour du Kempinski qui leur était offert gratuitement. On leur a offert des nuitées gratuites, mais ils ont refusé de rester dans un Kempinski. Alors, c'est l'évaluation de l'IMPOL et ils estimaient qu'il y avait des problèmes liés aux droits des travailleurs. Je crois que maintenant, ils logent au St. Regis ou quelque chose dans ce goût-là. Mais c'est intéressant de voir que ce devoir de diligence commence à aller dans les deux sens. Donc, des groupes de fans, des clubs, mais également jusqu'aux hôtels. Oui, nous avons tous un rôle à jouer en tant que consommateurs individuels, en tant que clients, en tant qu'entreprise. Nous devons nous poser les bonnes questions, faire ce travail de diligence. Lorsque les clients commencent à voter avec leurs pieds, eh bien, on verra des changements plus rapidement. Constate aussi que de plus en plus des critères de droits de l'homme sont maintenant intégrés dans les appels d'offres et tout cela est essentiel. Andrés, je voudrais rebondir sur les propos de Moira. Cette vidéo nous montre que s'agissant des clients de BT Sports, ils sont à même d'utiliser leur message sportif pour transmettre des messages positifs sur des questions spécifiques. Nous l'avons vu, par exemple, avec Nike. Alors, on peut toujours le critiquer, avec Colin Kaepernick, par exemple, et le sponsorship et la publicité autour de la justice raciale, par exemple. Alors, la bière, c'est certainement un sujet complexe. Est-ce que vous avez des moyens de transmettre votre message ou d'utiliser votre message de manière positive dans le contexte sportif autour des droits de l'homme? Je pense que les mots-clés que j'ai retenus de Moira, c'est l'importance de l'évaluation. Il faut pouvoir prévoir d'éventuelles conséquences de toutes les actions. Et cela ne peut être fait que si l'on ne regarde les choses de la bonne manière. En réalité, la situation est bien meilleure que dans le passé parce que les principes directeurs de l'ONU ont donné à toutes les entreprises le droit de chausser ces lunettes de droits de l'homme. Alors, ce n'est pas parfait parce que la réalité change tous les jours. Et nous devons également, en plus de ces principes directeurs, compter sur beaucoup d'autres acteurs dans la communauté qui nous aident à adapter ces principes directeurs à nos problèmes spécifiques. Par conséquent, des lieux tels que le Centre des sports et des droits de l'homme, la collaboration avec Shift, par exemple, jouent un rôle essentiel parce qu'ils nous aident à traduire ces principes directeurs généraux en politiques concrètes. Une fois qu'on a des politiques concrètes dans les grandes organisations, il est plus facile d'agir. S'agissant des lunettes à chausser, une fois qu'on a ce bon prisme, une fois qu'on a les politiques, ou si on ne les a pas, c'est le noir total. Une fois que l'on commence à développer ces politiques, parce qu'on a l'approche des principes directeurs des Nations Unies, on a commencé à voir des choses qu'on n'avait jamais vues avant. Et je vous donne un exemple, c'est quelque chose qui a eu lieu en tout début d'année. En Colombie, le capitaine de l'équipe féminine nationale s'est adressé aux médias et s'est plainte de ce qu'elle voyait comme un traitement discriminatoire qui était effectué par la Fédération nationale de football. Et il y avait une très longue liste, ne serait-ce que le type d'équipement, les lieux d'entraînement, les salaires perçus. Et cela a lancé un grand débat dans le pays. La façon traditionnelle d'accompagner ce débat a été de rester en marge. En tant que sponsor, oui. C'est-à-dire la marque, une marque phare en Colombie. Et étant donné le prisme que nous avons chaussé maintenant, à cause des conversations que nous avons, à cause du changement de mentalité, on a commencé à comprendre que les éléments pour une entreprise comme la mienne sont en lien
Tout est question de marketing, c'est-à-dire que les entreprises, lorsque vous êtes sur le marché des biens de consommation qui bougent vite, le marketing fait tout. Et le marketing, c'est bâtir une marque. Les êtres humains s'identifient aux marques qu'ils aiment parce que ça leur représente des personnes qu'ils aiment et auxquelles ils veulent s'identifier. Donc, si vous avez une marque qui est associée à un événement qui n'est pas positif, alors le capital de la marque diminue et l'investissement que vous faites dans cet événement marketing est complètement perdu. Au début du marketing, la marque était associée à la qualité ou, par exemple, à la gloire nationale, ce qui est assez typique pour des événements sportifs en général, au-delà même du football. Ces dernières années, les consommateurs ont changé leur fusil d'épaule et deviennent beaucoup plus sophistiqués s'agissant des marques. Ils veulent des marques qui représentent plus que ce que l'on a entendu un petit peu plus tôt que du tribalisme. Ils veulent des marques qui leur apportent du sens. Des marques auxquelles ils peuvent s'identifier en termes de valeurs et de principes qui les tirent vers le haut. Et c'est particulièrement vrai dans la nouvelle génération de consommateurs. Donc, par conséquent, si votre événement marketing ou votre événement sportif ou n'importe quel événement auquel est associée la marque est entaché de questions relatives à la discrimination contre les femmes, à la violation des droits de l'homme, alors votre marque perd de son capital et perd de sa pertinence pour le consommateur. Et donc, la marque doit prendre position. Et c'est ce qui se passe pour la première fois de notre histoire. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris position en faveur de l'équipe des femmes. Ça n'a pas été bien vu d'un bon œil par tous, c'est-à-dire que certains pensaient qu'on commençait à faire de la politique et que la marque n'avait absolument pas sa place. Mais par contre, ça a été très bien accueilli par d'autres et nous avons appris en cours de route que si vous voulez qu'une marque se fasse l'avocat de certaines de ses positions, eh bien vous allez forcément faire des mécontents parce qu'un statu quo, s'il existe, c'est parce que ça convient à beaucoup de personnes. Mais au bout d'un moment, il faut prendre position. Je vais aller plus loin dans ce que vous dites, parce que bien évidemment, je ne sais pas combien de pays, oui, bon, certainement beaucoup. Bien évidemment, il y a, donc avec l'Azerbaïdjan, on a parlé de cet exemple, il y a certains pays où la situation des droits de l'homme est pire que dans d'autres. Y a-t-il des pays dans le domaine du sport dans lesquels vous n'iriez tout simplement pas? Le terme boycott a été utilisé déjà plusieurs fois depuis ce matin. Donc je pose cette question et je vais également poser la question à BT. Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels vous n'iriez pas et depuis lesquels vous n'émettriez pas? Bien écoutez, j'ai commencé à expliquer comment j'ai découvert que les droits de l'homme étaient liés avec le foot en Colombie. Mais j'ai aussi appris que les droits de l'homme, j'ai aussi appris à propos des droits de l'homme un petit peu partout, parce qu'il n'y a pas vraiment de pays qui soit parfait en termes de droits de l'homme. Alors on aimerait bien penser qu'il y a des endroits extrêmement sombres, mais qu'ils sont les seuls, mais la réalité, c'est que les droits de l'homme, c'est un petit peu consternant partout dans le monde. Et une fois que vous avez chaussé ces nouvelles lunettes qui vous permettent de voir à travers le prisme des droits de l'homme, vous voyez cela partout, même dans les États les plus développés ou dans le pays dans lesquels on a un État de droit depuis 100 ans ou plus. Même ces pays sont confrontés à des problèmes de droits de l'homme. Et d'un coup, les événements sportifs se teintent d'un voile. Ou plutôt, avec votre prisme, vos événements sportifs revêtent une teinte tout à fait différente et sont beaucoup plus crus, quelque part, plus brutes. Donc vraiment, ces défis, on les rencontre partout pour répondre à votre question. Le sport, c'est un petit peu une plateforme unique parce que ça attire l'attention des gens. Les gens font attention. Et c'est une plateforme au sein de laquelle les droits de l'homme peuvent percer sans être teintés de politique. Elles sont là, c'est brut, il n'y a pas d'idéologie autour. Et donc, pour répondre à votre question, c'est donc un travail qui nous concerne partout. Et ça ne concerne pas seulement les sponsors.
c'est aussi les propriétaires de l'événement, ce sont les gouvernements qui accueillent ces événements. Et très souvent, on a le sponsor au bon endroit, l'hôte au bon endroit, le gouvernement au bon endroit, mais il y a encore les spectateurs dans la tribune. Donc je pense que c'est vraiment une question sur laquelle il faut demeurer humble, et parce que les choses ne sont pas blanches et noires, on peut difficilement pointer du doigt tel ou tel problème. Alors à votre avis, sur la base de quels critères vous fonderiez-vous pour diffuser? Écoutez, je vais répondre un petit peu la même chose parce que nous sommes une entreprise de communication. Donc nous avons foi en la communication, parler, le dialogue, voilà, tous ces éléments. Alors, je dirais la même chose. Il y a beaucoup de pays qui ont loin d'avoir un record interstellaire en matière de droits de l'homme. Mais si je prends le Royaume-Uni, c'est pas non plus comme si on était au-delà de tout soupçon. Et à l'instar d'Andreas, je pense que les sports peuvent créer ce dialogue, peuvent lancer ce dialogue, ce qui nous renvoie à certains exemples pratiques. Alors, on a parlé de Londres 2012. Si je pense à Londres 2012, si je pense à toute l'importance de l'héritage, GDO, c'est dans le parc olympique. On a une obligation à ce titre, de par notre position, de créer des possibilités d'emploi pour les gens. Et nous avons eu 2 salves d'apprentis, 11 jeunes qui travaillent à BT Sport et qui n'auraient pas eu cette possibilité sinon. Donc si vous prenez le contexte de façon plus globale, vous pouvez créer des possibilités d'emploi, vous pouvez sortir des jeunes de situations difficiles également. Bien, voilà qui m'amène à un autre aspect. S'il y a des problèmes de droits de l'homme, et cela veut dire que quelque part, il y a un échec en matière de gouvernance. Il y a des entreprises responsables qui doivent avoir un environnement réglementaire extrêmement rigoureux et solide. Et dans le contexte sportif, je vais vous donner un exemple dans un instant, je vais commencer par les hôtels. Quels sont les avantages ou à quel endroit est-ce que les pays sont intervenus? Et peut-être qu'ici, le Qatar sera un bon exemple. Est-ce que parmi vous, vous avez vu l'histoire du syndicat et du président Ritalius qui avait dit, il avait dit qu'il y aurait un boycott par rapport aux Jeux Olympiques de Paris parce que le comité olympique avait un programme avec Airbnb. Alors, on peut parler des droits de l'homme dans les hôtels, le droit de l'homme dans les entreprises, mais il y a une autre question, un autre aspect qui est la réglementation. Leur argument était que si il y avait une mesure déréglementaire appliquée par le comité olympique, alors que par conséquent, il n'allait pas y participer. Quel serait le point de vue du secteur hôtelier? Parce qu'effectivement, il y a eu les communautés Airbnb et les communautés étaient de l'avis qu'il y avait des conséquences en matière de droits de l'homme. Oui, je suis tout à fait d'accord. Le rôle des réglementations est tout à fait fondamental pour qu'il y ait des changements. On a vu au Qatar, parce que le gouvernement du Qatar a agi. Et on le voit également, on voit qu'il y a des conséquences et qu'il est plus facile de se mobiliser avec différentes parties prenantes. Le gouvernement du Qatar ne peut donc qu'être félicité du rôle proactif qu'il a joué. Maintenant, si vous prenez les barrières entravant le changement dans le secteur hôtelier, on a parlé de la construction des hôtels et très souvent on se dit « Oh, très bien, c'est un Marriott, c'est un Hyatt, c'est à eux qu'il appartient d'agir. » Mais la marque, à vrai dire, le logo n'apparaît sur la porte qu'après la construction de l'hôtel. Et ce sont des investisseurs individuels qui construisent l'hôtel. Parfois, ce sont des entreprises qui investissent dans ces biens, dans ces actifs. Et donc là, le gouvernement du
le rôle du gouvernement est plus important parce que quelles sont les normes de construction qui sont mises en place par le gouvernement et qui réglementent l'environnement que vous offrez aux travailleurs chargés de construire? Parce que les marques interviennent beaucoup plus tard. Elles peuvent étudier la question de l'emploi, mais la construction, les violations échappent, si vous voulez, à leur portée. Et c'est là que le gouvernement peut intervenir pour garantir une continuité tout au long de la chaîne. Si vous prenez maintenant la question des travailleurs migrants, qui est probablement la question la plus pertinente pour le secteur hôtelier, quel rôle peut jouer le gouvernement par rapport au marché source? Parce que quand vous arrivez, vous êtes pays receveur. Est-ce que vous pouvez agir déjà sur le marché source, c'est-à-dire lorsque les personnes demandent leur visa, leur passeport, leurs documents de voyage? Quelle est la sensibilisation qu'on peut déjà créer à la source à propos des droits en vigueur? C'est un projet qu'on est en train de lancer dans un pays au Népal avec l'appui d'une fondation et on peut voir que les fondations unissent leurs efforts avec ceux des gouvernements et d'autres secteurs parce que nous faisons tous partie de la solution. Le dialogue bilatéral avec les pays sources et les pays de destination va très certainement contribuer à répondre au problème avant que celui-ci ne prenne les proportions d'un problème. Aux Nations Unies, on parle beaucoup des ODD, des objectifs de développement durable. Il y a le 17e sur le partenariat qui est très important. On doit unir nos forces pour trouver des solutions. Merci. Alors, essayons un petit peu peut-être de voir s'il y a des commentaires brefs ou des questions que nous pourrions poser aux différents intervenants. Levez votre main, nous vous apporterons un micro. Dites qui vous êtes et d'où vous venez. Oh, yeah, sorry, sir, yeah. Patrick Osser from UEFA. Patrick, je viens également de l'UEFA et je viens du département de la responsabilité sociale. Alors, vous avez parlé du joueur d'Arsenal et là, moi, j'aimerais vous présenter une perspective peut-être un tout petit peu différente. Je ne conteste pas qu'il a peut-être été effrayé, mais à notre époque, dans l'analyse, il s'agissait d'un prolongement du conflit au Karabakh. Imaginez l'accueil à Yerevan s'il avait décidé de jouer à Bakou. Si vous présentez le cas, il est important de présenter aussi cet élément dans l'équation. Merci d'avoir rajouté cet aspect. Merci infiniment à tous de ce panel de discussion vraiment très intéressant. Je viens de Human Rights Watch et je voulais demander à nos dirigeants du monde des entreprises en particulier quel était leur point de vue. Est-ce que l'adoption des principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, par exemple à Tokyo et dans d'autres endroits, ça n'est pas forcément la norme partout? Alors, quelles sont les normes que les entreprises, les sociétés, les fédérations, les diffuseurs, etc., les radiodiffuseurs, que pourraient faire ces personnes pour faire connaître ces principes directeurs et pour expliquer que c'est un processus qui pose un certain nombre de défis, mais qui est faisable et qui a des bénéfices à long terme? Excellente question, merci. Merci, bonjour. Je suis le commissaire Myrmia de la Commission sud-africaine des droits de l'homme et je crois que mon message au monde des entreprises, c'est que lorsque l'entreprise assume des questions de parrainage, elle doit s'en référer aux décisions du Conseil des droits de l'homme. On devrait les aligner à la fois sur les questions des droits de l'homme et également sur les objectifs de développement durable. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça a tout à voir avec la dignité de chacun. Et à vrai dire, la Déclaration universelle des droits de l'homme comporte 8 articles. Et on parle de 1948. En 2018, lorsque l'on a fêté le 17e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, on avait 185 États qui adhéraient
aux valeurs qui sous-tendent la dignité humaine et particulièrement l'article 1 de la dite charte. Je pense que c'est ça le principe directeur. Et enfin, dernière chose, les entreprises doivent respecter les droits de l'homme. Donc on devrait avoir un plan social inclusif qui prenne en compte l'intérêt des communautés, des sportifs et des pays pour que tous ensemble nous nous fassions le champion de la dignité de tous les êtres humains à travers la planète. Je vous remercie. Tim, tout au fond. Merci. Je voulais rebondir sur un commentaire qui a été dit au début de l'intervention par M. Pignata. Il s'agit de l'exploitation des enfants par le travail dans le merchandising autour du football. Je suis surpris parce que c'est quelque chose qui a déjà été exposé en 1996 et j'aimerais reconnaître ici la réponse qui a été apportée par la FIFA à l'époque, c'est-à-dire que les principes pour les fournisseurs avaient été validés et puis il y avait également des amendements apportés au programme par rapport à ce marketing. Mais il n'a pas été possible de tenir cet engagement dans la durée parce que on n'avait pas en place une architecture, un véhicule et une cause commune. Or, maintenant, on l'a dans le Centre pour le sport et les droits de l'homme. Donc, je suis impatient de voir comment ce travail va évoluer. Il ne s'agira plus de remédier aux violations, il s'agira de prendre le taureau par les cornes en amont. Et là, nous sommes très engagés, nous sommes conscients et nous reconnaissons également le travail qui est fait par chacun. Ceux qui s'investissent par le biais du centre de façon multilatérale et également ceux qui coopèrent avec les syndicats et autres entités de la société civile en termes bilatéraux pour prévenir et résoudre les problèmes. Merci. Bien, alors revenons à nos intervenants. Merci, Patrick, de vos précisions à propos de l'affaire. La question qui se pose est de savoir, avec le cadre que nous avons, comment faire pour qu'il soit mieux appliqué. Sentez-vous libre d'aller plus loin encore. Peut-être pourriez-vous commencer par vous pencher sur la question du parrainage. Lorsqu'il y a des sponsors d'équipes ou de grands événements, il y a un levier énorme et un levier extrêmement visible, dois-je ajouter. On a très souvent pensé au devoir de précaution dans toutes les activités de la chaîne logistique, mais pas vraiment au devoir de précaution par rapport à d'autres personnes. Alors, Andrés, peut-être souhaiterez-vous intervenir et présenter les enseignements que vous avez, vous, tirés des différents exemples, notamment l'équipe nationale féminine en Colombie. Comment exercez-vous le devoir de précaution par rapport à quelqu'un que vous parrainez? En fait, ça rebondit sur la question de Mickey. Parrainer un sportif, un parrainage, c'est toujours quelque chose d'épineux parce que, en tant que parrain, sponsor, vous avez un levier, mais pas autant que ce que vous croyez. Très souvent, vous n'êtes pas le seul sponsor. Ce n'est pas exactement le même moyen de levier que vous avez que celui que vous avez sur, par exemple, votre fournisseur en bouteille d'eau. Par exemple, vous avez 40%, 60% des affaires avec eux, mais pour un événement sportif, vous n'êtes pas tout seul et vous n'êtes pas majoritaire. Donc, si vous voulez vraiment protéger votre marque, puisque vous voulez que cette marque soit pertinente pour un consommateur qui, comme je le disais, veut des marques associées à de bonnes valeurs, des valeurs qui le tirent vers le haut, des valeurs de droits de l'homme, vous avez besoin donc d'une action qui est collective. Vous ne pouvez pas agir tout seul dans votre coin. C'est impossible d'agir collectivement si vous n'avez pas les mêmes lunettes, le même prisme, le même angle de vue. Si vous n'avez pas
la même terminologie, la même façon de décrire les choses, des valeurs et des principes qui vous font vous rejoindre les uns les autres. Et les principes directeurs des Nations Unies nous ont donné précisément ces lunettes, ce prisme. Alors c'est très utile, mais si on ne les partage pas largement, alors il est difficile d'agir collectivement pour avoir ce genre de débat. Et là, j'en viens à la question que posait Mickey. Diffuser, rendre populaire, eh bien, c'est précisément par le biais de centres tels que le Centre pour les sports et les droits de l'homme. Il faut que les entreprises, il y en a certaines qui sont déjà au centre, mais on doit en inviter davantage parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont exposées à ce type de questions. Mais ça n'est pas suffisant. Toujours pour répondre à la question de Mickey, il y a également la question de l'achat. Pour moi, dans ce domaine, il y a deux grands aspects. A, l'importance du marketing. B, l'importance des achats. Une fois que vous avez le bon prisme, une fois que vous l'avez transformé en politique, la clé, c'est de traduire cela en mandat et en contrat. Plus vous avez d'entreprises qui s'alignent sur ces principes, plus c'est facile. Et ça répond en partie à votre question. C'est là où les réglementations se rejoignent. Une fois que vous avez mis cela en place et une fois que ça fait partie du contrat, ça devient du droit. On n'a pas une réglementation au niveau national que l'on pourrait invoquer devant un tribunal. Voilà les réponses que je pourrais apporter à Mickey. I want to present a different perspective to it because I think Moi, je vais vous présenter une perspective différente parce que dans dans le secteur industriel, justement, c'est une action collective. Et pour moi, c'est extrêmement rafraîchissant de voir qu'il y a une grande concurrence entre ces marques et que soudain, elles se mettent autour de la même table pour travailler collectivement sur cette question parce que à nous seuls, de notre côté, isolément, nous n'avons pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. Et donc, il y a ici reconnaissance du fait qu'il faut agir ensemble. Et c'est là que les choses deviennent magiques. Cette année, plus spécifiquement, en lien avec la question du travail forcé, nous avons constitué un partenariat avec le Forum pour les consommateurs et l'Alliance des entreprises responsables pour travailler de façon transversale dans les industries, donc électronique, bien la consommation. Et nous avons organisé un ensemble de tables rondes sur des marchés où toutes les industries recrutent, pour expliquer que nous voulons des pratiques de recrutement éthiques dans les agences de recrutement. Et donc là, on avait une véritable coalition. Plusieurs coalitions se sont regroupées. Elles recrutent auprès des mêmes instances. Et si toutes parlent de la même voix, avec le même message, c'est extrêmement puissant. Et c'est ainsi que nous avons lancé les principes sur le travail forcé l'année dernière. Et nous venons également d'adopter les principes qui avaient été adoptés par le Forum des biens à la consommation qu'on a repris. Et ça connaît un très, très grand succès. Et donc là, on a vraiment une bonne collaboration. Vous avez également mentionné l'achat. Nous aussi, nous voyons que certaines des marques jouent un rôle de chef de file en la matière, parce que l'éducation et la sensibilisation, c'est vraiment un pas très important à franchir avant d'agir. Et l'un de nos membres a développé une formation qui nous a été donnée pour que nous le mettions à disposition gratuitement auprès de tous nos membres. Voilà un exemple de bonne collaboration. Et une pratique effectuée par une marque est ensuite présentée à tout un ensemble d'autres marques pour que cela puisse être répandu. Et maintenant, qu'en est-il du secteur de la radiodiffusion? Vous avez donné un excellent exemple, vous avez été très honnête, vous avez dit que vous apprenez beaucoup sur le terrain, sur le tas. Il y a beaucoup de radiodiffuseurs à travers le monde et le sport fait une partie intégrante et constitue une part léonine de leur travail. Alors, on travaille étroitement avec Sky. Moi, je voudrais revenir sur la question du levier. Ça fait plusieurs années qu'on essaie d'intégrer les principes directeurs des Nations Unies. Effectivement, c'est un travail dynamique, il est en cours.
Dans une certaine mesure, avec la chaîne logistique, on a un moyen de levier. Dans le cadre des dispositions contractuelles, etc., avec les fournisseurs, on peut apporter des changements. Et dans le contexte sportif, il y a d'autres contextes dans lesquels on peut effectivement œuvrer. On n'a pas vraiment ce levier. Donc on acquiert des droits, on nous donne un cadre contractuel, et on n'a pas vraiment de pouvoir pour changer cela. On a des dispositions sur les droits de l'homme dans nos contrats avec les équipes de production, etc. Mais ça ne se retrouve pas dans les relations avec le client. Il y a d'autres domaines de travail avec les gouvernements. À nouveau, on n'a pas de moyens de levier. On œuvre du côté des autorités de réglementation, mais il est difficile ici de faire vraiment des changements. C'est difficile d'avoir une conversation. On en est au stade. Juste pour revenir sur les réglementations, les principes directeurs nous ont permis d'avancer un petit peu, mais il y a des entités qui ne les mettent pas en œuvre. Et je crois que il y a toujours plus de lois en Union européenne, mais pas seulement. Et également un traité qui est en cours d'élaboration. Et donc, il faudrait vraiment, à l'international, avoir un cadre réglementaire applicable à tous. Et il y a aussi les titulaires de droits. Alors, je ne parle pas des titulaires de droits de l'homme. Moi, je parle des ligues et de toutes ces organisations qui sont entre les fédérations et le reste des gens. Merci. Je comprends que cela fait 3 heures que vous êtes assis dans la salle et que vous écoutez avec attention, et c'est déjà en soi sportif. Donc, je pense qu'on peut remercier nos différents intervenants chaleureusement. Et je vais à présent rendre la parole à Mary Harvey qui va vous parler de la suite. Thank you, Steve.